Bon, ben, en tout cas, bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents ce matin à cette première quelque part, puisque ça faisait fort longtemps qu'on n'avait pas fait un webinaire sur une thématique. Et l'idée était au départ de démarrer cette série sur les cybersécurités, côté Sterling Micro, en surfant sur le cybermois du mois d'octobre, le dernier cybermois, qui était sur le thème du mot de passe. On a dépassé un peu la date parce que j'ai aussi organisé d'autres webinaires au mois d'octobre. Mais on commence une série de webinaires sur le thème de la cybersécurité de façon à montrer comment aujourd'hui se prémunir de la cybercriminalité galopante. Et on est au premier épisode, donc on va faire aussi une série, un peu comme à l'instar de ce qu'on a à la télé. Ceci est le premier épisode. Et je vais partager mon écran, bien évidemment. Voilà. Et donc, le premier épisode aujourd'hui sera sur la protection des endpoints au travers de l'offre que nous distribuons chez Starware Micro qui s'appelle Vault Security chez HP, qui permet de protéger au niveau des endpoints, donc des PC, des workstations, mais également des imprimantes, on verra, l'ensemble des informations portées par ces endpoints, que ce soit les données, les identités des personnes qui utilisent ces endpoints, ainsi que les ordinateurs eux-mêmes. Donc la partie matérielle, ce qui est quelque chose d'un peu unique sur le marché, je vais dire de carrément unique. Alors, comme l'idée était aussi de nous présenter, je vais vous refaire l'agenda. Donc, ça, c'est la petite introduction. Je vais vous représenter Starware Micro pour ceux qui ne nous connaissent pas et le partenariat que l'on a avec HP France aujourd'hui. On fera un état des lieux de la cybercriminalité à la date d'aujourd'hui également. Et ensuite, je passerai la main à notre partenaire HP pour qu'il présente la stack de solutions de sécurité embarquées avec les endpoints qui permettent d'une certaine manière de protéger les utilisateurs contre eux-mêmes, contre leur faiblesse humaine qui est de parfois cliquer sur le mauvais mail ou d'ouvrir la mauvaise pièce attachée ou d'aller sur le mauvais site internet. D'autant qu'aujourd'hui, la situation est complexifiée par une mise en télétravail, une transformation digitale à marche forcée des entreprises. Et puis la résilience qui est le point essentiel quelque part, parce qu'on sait qu'à un moment donné, tout le monde se fera attaquer, si ce n'est pas déjà fait. C'est surtout, en cas d'attaque réussie, comment redémarrer le plus rapidement possible. Donc, petite présentation de Starware Micro, société que j'ai créée il y a 15 ans maintenant, qui a une petite activité de particulier qui était à l'origine de la société et qui majoritairement s'occupe des professionnels, TPE, PME et collectivités locales, en région parisienne majoritairement. Donc, ça fait 15 ans qu'on est installé. On a une base de clients qui est toujours à augmenter, bien évidemment, mais qui aujourd'hui est satisfait de nos services. Donc, on en est très content. Voilà à peu près les familles de, de solutions qu'on propose aujourd'hui, parce qu'on n'est pas là uniquement pour vendre du matériel ou du logiciel, on est là pour proposer des offres de services autour des infrastructures de nos clients. Donc toute la partie amont de conseil et d'audit, à la fois sur les infrastructures elles-mêmes, donc les besoins en informatique pour supporter les processus métiers de l'entreprise, et la cybersécurité par construction, bien évidemment, parce que c'est une partie intégrante de notre offre aujourd'hui. Ensuite, la mise en œuvre de cette infrastructure chez le client, matériel, logiciel, service, depuis les endpoints jusqu'au backup, jusqu'aux sauvegardes. La sauvegarde fait aussi partie de la résilience de l'entreprise. Adossé à des contrats de maintenance, soit préventifs et curatifs, ou une offre d'infogérance de l'ensemble du parc, donc finalement une direction informatique à temps partagé en quelque sorte. Et puis, bien évidemment, pour accompagner les entreprises dans cette transition numérique, c'est souvent le facteur humain qui est négligé, qui est loin d'être à négliger. Donc, on amène aussi les gens à utiliser plus efficacement les outils de collaboration, à savoir aussi se protéger eux-mêmes, puisque c'est le premier rempart contre les cyberattaques. Donc, c'est toute l'offre de formation qu'on peut proposer. Donc, on est autour des 4 pavés. J'ai repris une image qui vient d'HP et que j'aime bien parce que c'est aussi les pavés sur lesquels on s'occupe. Protéger le business, c'est-à-dire mettre en place la cybersécurité nécessaire et suffisante. La partie data sur les applications métiers, dont on ne va pas être nécessairement responsable, mais comment dirais-je, avec les éditeurs avec lesquels on va travailler pour que l'installation des logiciels métiers soit le plus performante possible en termes de flux de données. La productivité de l'entreprise au travers des mises en place d'outils collaboratifs, de télétravail, d'accès à distance. Et puis, une partie cloud également, à la fois pour les aspects bureautiques, messagerie, autres applications en mode SaaS, mais également toute la partie sauvegarde externalisée dans le cloud, entre autres.
J'aime bien rajouter cette photo parce qu'on a j'ai toujours voulu avoir une image RSE, ou en tout cas apporter une image et puis des valeurs autour de la RSE. Il y a un label qui a été créé par la Chambre de commerce de l'Essonne, qui s'appelle le label Commerce 3D, avec un certain nombre de défis qu'on a relevés. Et donc on est la première et également la seule entreprise estonienne en informatique à avoir ce label développement durable, qu'on a obtenu en 2013 et qui tient toujours depuis 2013. Donc on était largement en avance, on va dire, sur la tendance du temps où toutes les entreprises s'occupent de leur partie responsabilité sociale d'entreprise. On fait partie du tissu local avec beaucoup de groupes de chefs d'entreprise, mais pas que. Donc ADESAC qui est sur notamment sur Courtabœuf, Orsay, donc l'extension finalement du Grand Paris. Beaucoup de clubs de chefs d'entreprise où on va faire régulièrement d'ailleurs des séminaires de sensibilisation cyber. Et puis la CPME en Essonne qui est plus pour le coup là un aspect syndical défense des petits patrons. Mais on fait partie, on n'est pas tout seul, on n'est pas isolé, on fait partie d'un groupement de revendeurs qui s'appelle Escrime, qui aujourd'hui pèse plus de 250 millions de chiffre d'affaires, qui nous permet d'avoir on va dire des avantages certains avec nos fournisseurs au travers de cela, mais également toute une base de sociétés avec lesquelles on peut collaborer sur des aspects technologiques pour lesquels on n'a pas nécessairement une compétence en interne. Donc ça nous permet de nous adosser à un grand groupe qui a une force de proposition. Et ça nous permet de nous adosser à des compétences complémentaires sur des domaines qui ne sont pas nécessairement les nôtres de prime abord, mais pour lesquels on peut proposer des solutions aux clients. Donc c'est finalement un bon mix entre une souplesse que l'on peut proposer en tant que petite société locale vis-à-vis et de réactivité vis-à-vis des clients, mais adossé à un groupe national qui a une puissance de feu et une autorité auprès des fournisseurs. On est idéalement situé, je pense, en tout cas pour servir nos clients en région parisienne, puisqu'on est proche des différentes voies d'accès, que ce soit la Nationale 20, l'autoroute A6, le RERC, la francilienne. Ça nous permet d'aller très rapidement chez les clients en cas de gros problèmes. L'idée étant de pouvoir intervenir en cas d'urgence en moins d'une heure, ce qui est parfois une gageure en région parisienne, chez nos clients. Donc on couvre essentiellement la région parisienne et plutôt Paris et banlieue sud. Au travers de notre partenariat, on a là aussi un certain nombre de compétences, et notamment, je vais faire le point sur Amplify. Amplify, c'est un partenariat avec HP qui est très fort. Aujourd'hui, il y a 25 partenaires en France qui sont qualifiés d'Amplify et qui permet d'avoir là aussi des points d'entrée particuliers avec HP et un support de la part d'HP sur toutes nos actions auprès de nos clients, sur l'ensemble des gammes de solutions que l'on peut proposer. Mais comme vous pouvez le voir, on se maintient là aussi en formation et en qualification auprès de différents acteurs comme Secure, Bitdefender, i7, Sophos, Acronis, donc tout dans le domaine de la sécurité, mais auprès des gros fournisseurs, les gros acteurs comme Microsoft, Lenovo et surtout HP, dont c'est le sujet aujourd'hui. Je vais avancer un petit peu. On s'est toujours intéressé à la cybersécurité, sachant qu'aujourd'hui, c'est un problème majeur dans les entreprises. On reparlera de ça juste après. Et donc, depuis le lancement de la plateforme gouvernementale, cybermalveillance.gouv.fr, dès le départ, on s'est fait référencer comme professionnel référencé, de façon à pouvoir utiliser cette plateforme d'intermédiation pour assister les cybervictimes, donc victimes d'un accident sévère, pour soit récupérer les données, remettre les systèmes en état, faire de l'analyse forensique, décortiquer comment le mécanisme a pu se mettre en place et attaquer la société pour se prémunir la fois d'après. Et depuis 2021 a été créé un label qui s'appelle Expert Cyber, qui est audité par l'AFNOR, qui là, cette fois-ci, permet de mettre en relation des sociétés qui veulent des demandes de sécurisation, donc de mise en sécurisation de leur infrastructure, auprès de prestataires qui sont labellisés Expert Cyber. À la date d'aujourd'hui, on est 120 sociétés en France labellisées Expert Cyber, et donc Starware Micro est fier d'en faire partie. Donc on peut là aussi amener des solutions à nos clients sur ces mises en conformité, si je peux l'appeler ça, en tout cas mise en sécurisation des infrastructures. Et donc voilà l'offre que l'on peut proposer aujourd'hui, donc aussi bien en amont, les services préventifs, les audits d'infrastructures, du test de pénétration, des scans de vulnérabilité, des mises en place de chartes informatiques, de la sensibilisation auprès des entreprises. Et sur le volet RGPD particulièrement, on a une personne dans l'équipe, là présent Eric, qui est certifié DPO, donc qui peut jouer le rôle de DPO délégué pour la mise en conformité RGPD et le maintien de la mise en conformité RGPD. On a une offre de formation et de sensibilisation au travers d'une plateforme que l'on distribue en France aujourd'hui, qui est à base de e-learning, qui permet de former les gens de manière simple et ludique et de les maintenir en compétence et en éveil par rapport aux cybermenaces. Bien évidemment, toutes les solutions matérielles et logicielles que l'on peut mettre en place chez les clients pour le protéger.
Et puis, malheureusement, quand une attaque réussit, ce qui arrive quand même de temps en temps, même assez trop souvent à mon goût, et là aussi, on a tous les services curatifs de remise en état des systèmes, d'investigation numérique pour trouver la preuve et remonter éventuellement jusqu'au patient zéro, qui a été le début de la faille, pour colmater les brèches, entre guillemets, et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. On a toute une offre là de services avant, après, et de formation et de sensibilisation, qui est un point hyper important à ce niveau-là. Alors, euh, pour faire un petit peu le point sur la cybercriminalité, aujourd'hui, on s'aperçoit, depuis 2 ans notamment, que toutes les entreprises se font taper, que ce soit des grosses, des petites, des TPE, des PME. Depuis un mois environ, beaucoup d'attaques sur des nouveaux sites marchands, par exemple, de commerçants qui ont fait leur transformation digitale pendant la période de crise. Donc, il y a plus de, voilà, c'est comme le coronavirus, ça attaque, il y a pas de différenciation entre les gros et les petits. On a énormément d'attaques par phishing et bien évidemment beaucoup de demandes de rançon, ça vous l'avez vu. Et on voit que les vecteurs d'attaque principalement sur les PME sont souvent les failles, ce qu'on appelle RDP, RDS, les accès à distance, qui sont souvent troués ou mal configurés. Et tout ça passe souvent par des mécanismes de phishing. Donc voilà, c'est juste pour donner une image de tout le monde est susceptible d'être attaqué. Si on prend le rapport de cybermalveillance.gouv.fr, qui vient de passer les 2 millions de demandes d'assistance, donc c'est en 3 ans, on est passé de 90 000 à 140 000 et à 2 millions, alors qu'on n'est pas encore en fin d'année, donc une augmentation très sensible des demandes d'assistance. On s'aperçoit que les actes de cybermalveillance, principalement, sont quoi? L'hameçonnage, le phishing, ce qui veut dire donc au travers des endpoints et au travers vraisemblablement et souvent de la messagerie. On commence à voir des attaques maintenant par SMS. Vous avez sûrement, vraisemblablement, reçu des messages disant que vous avez des taxes à payer pour la livraison d'un colis que vous n'attendiez pas. Le virus informatique reste quand même présent, et notamment aujourd'hui, on voit ce qu'on appelle les attaques de supply chain, c'est-à-dire notamment l'injection de code malveillant dans des logiciels utilisés par de multiples sociétés, donc ça permet de démultiplier les faits. Et puis l'extorsion d'argent, ce qu'on appelle FOVI, les faux ordres de virement, qui sont là aussi de la tromperie de personnes pour demander à ce que de l'argent soit viré sur un compte. Ça, on en a de plus en plus. Donc, vous voyez que hameçonnage, extorsion d'argent et extorsion d'argent au travers également de comment dirais-je, des demandes de rançon, des rançongiciels, les ransomware. Donc le endpoint, le PC est le point d'attaque favori des entreprises. D'ailleurs, 80% des attaques réussies commencent par un mail frauduleux. Or, ce que l'on voit, et notamment en France, le risque de défaillance est augmenté de 80%, c'est-à-dire que 80% des cas, la société peut mettre la clé sous la porte ou être au minimum en redressement judiciaire. La valorisation de l'entreprise, puisque du coup, perte de confiance de la part des clients, mais également des donneurs d'ordre. Donc, c'est le dommage à la réputation. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que 80% des entreprises françaises n'ont pas de plan de reprise robuste. Comment démarrer après une attaque? 86% des entreprises n'ont pas de cyberassurance. D'ailleurs, sur le segment de la TPE-PME, le taux d'assurance cyber est de 0,026%, alors qu'au niveau des ETI et des grosses entreprises, on est plutôt autour de 60-70%. Elles ont bien compris que c'était nécessaire. Je ne vais pas faire l'apologie aujourd'hui de la cyberassurance, mais on en reparlera si vous le souhaitez dans un autre sujet. Et je voulais vous montrer, pendant qu'on est en train de parler, qu'est-ce qui se passe au niveau des attaques. Donc j'ai voulu prendre juste deux cartes interactives. Check Point, société israélienne au départ, qui fait du firewall, entre autres, du pare-feu. Et pendant qu'on est en train de parler, on voit toutes les attaques détectées par les éléments de Check Point mis en place chez le client. Vous voyez que la France se trouve quand même pas mal aussi au milieu des tirs. Vous avez l'analyse de l'ensemble des attaques qui ont lieu pendant qu'on est en train de parler. Et j'en ai une deuxième, là, cette fois-ci, au niveau de la solution qu'on distribue, Bitdefender, pour les antivirus, donc qui protège plusieurs millions de endpoints, plusieurs millions de PC, mais également de serveurs dans le monde. Et là, on voit toutes les attaques détectées par toutes les instances de Bitdefender dans le monde en temps réel. Donc vous imaginez bien qu'à un moment donné, avec les taux d'attaque qu'on a aujourd'hui, je reprends d'ailleurs celui de Checkpoint, Checkpoint tout seul, donc un seul des acteurs en cyber, détecte aujourd'hui plus de 100 millions d'attaques jour, avec des pointes qui montent à 350 millions. Sachant qu'avant la pandémie, on était plutôt à une moyenne entre 20 et 30 millions. Maintenant, on est à un état stabilisé autour de 100 millions détectés par Checkpoint. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, on est sous le feu d'attaques permanents parce que la cybercriminalité, comment dirais-je, c'est un crime organisé avec des gens spécialisés, une économie souterraine qui devrait, si ça continue, à l'horizon de 2025, être la troisième économie mondiale derrière la Chine et les États-Unis.
Et pour bien préciser ça, aujourd'hui, la Fédération française de l'assurance, qui mesure les risques auxquels sont exposées les entreprises, a noté le risque cyber comme risque numéro 1 déjà depuis 2019. Et dans les 5 ans à venir, la considère comme étant la menace principale mettant en péril les entreprises et les considère comme des cyberattaques létales. Létales dans le sens, une entreprise attaquée sérieusement met la clé sous la porte, tout simplement. Donc il est plus qu'urgent de prendre les mesures pour se protéger. Alors, je vais prendre une image que l'on va réutiliser dans les différents webinaires que Savoir Micro organise comme fil conducteur en disant, voilà, ça c'est une architecture classique typique d'une TPE-PME avec un site central, avec des postes utilisateurs, des serveurs d'application, un serveur de backup, un filer, un partage de fichiers avec un pare-feu, un modem pour se connecter à l'extérieur, et puis des sites distants ou des gens en télétravail, puisque c'est le cas aujourd'hui, et le gouvernement a encore redit aujourd'hui qu'elle souhaitait que les entreprises se mettent en télétravail autant que faire se peut. Donc des gens isolés derrière un modem routeur opérateur, pas nécessairement sécurisé, quelque chose qui vient de chez Free, Orange, Bouygues, peu importe. Des accès sur le cloud, soit pour des applications en mode SaaS, soit pour de la messagerie, de l'Office 365, et de plus en plus en mobilité, des accès également aux applications corporate au travers de la 4G et de la 5G. Donc il est nécessaire là, aux différents endroits, de procéder à des mises en place de sécurité. Donc on va parler d'anti-malware dans le cours des prochains webinaires, d'anti-spam, de firewall, de réseaux privés virtuels, de VPN, mais également du matériel lui-même, donc comme les PC qui sont sécurisés by design, c'est-à-dire dès la conception, et idem pour les imprimantes. Bien évidemment, on aura d'autres sujets autour de la formation et la sensibilisation des utilisateurs, l'authentification multifactorielle, qui est une forte recommandation aujourd'hui, et les droits d'accès, une fois que les utilisateurs ont accès aux ressources corporelles, parce que ça ne doit pas être open bar, on doit avoir des ressources accessibles aux gens qui ont besoin d'y accéder. C'est dans les principes de base de ce qu'on appelle le Zero Trust. Donc, l'achat d'un PC aujourd'hui, c'est une décision de sécuriser. J'aime bien la petite vidéo à côté qui montre un trou dans la sécurité. Aujourd'hui, pour un utilisateur, un PC, c'est un écran, un clavier, un disque dur, un processeur et de la mémoire. Mais en fait, non, ça doit être plus que ça. Ça doit être aussi un premier rempart de protection d'intrusion possible à l'intérieur d'un système d'information pour éviter soit la prise en otage des données autant de ransomware, soit la destruction des données, ce qui arrive aussi, soit le blocage complet et la paralysie de l'entreprise qui peut l'emmener à un dépôt de bilan au mieux ou enfin au pire plutôt, ou à un redressement judiciaire. Donc, comme on parle de PC et d'imprimante et de cette protection, eh bien, je vais passer la main à mes amis d'HP qui vont vous expliquer comment, dans l'offre qu'ils proposent aujourd'hui et que nous distribuons et que nous installons et que nous configurons, on peut mettre un rempart important de protection pour les entreprises euh, au travers de ces endpoints et donc de protéger les utilisateurs contre eux-mêmes. Je vais donc passer la parole à Karim. Merci Marc, bonjour à tous. Je m'appelle Karim Driss, je suis CTO chez HP. Je suis accompagné aujourd'hui de Thibaut Corbet, qui est Security Pre-Sales consultant. Donc effectivement, Marc, je suis complètement d'accord avec toi. L'achat d'un PC, c'est une décision de sécurité. Et si je voudrais pousser un peu l'image, c'est l'achat d'une imprimante aussi. Parce que en réalité, une imprimante, c'est comme un PC. C'est-à-dire que c'est un point d'entrée dans le SI. Et aujourd'hui, nos imprimantes sont de plus en plus intégrées, peuvent envoyer des flux, sont connectées au réseau, donc potentiellement sont également des points d'entrée. Je vais commencer la présentation par un constat qui rejoint celui de Marc. C'est qu'effectivement, le monde a changé. Maintenant, on peut travailler de chez soi, on peut travailler de n'importe où en réalité. Ce qui signifie que les failles, les points d'entrée maintenant sont nos PC depuis Internet et non plus uniquement depuis l'entreprise. On fait face aujourd'hui à une situation qui est quand même assez exceptionnelle depuis le début de la pandémie. Au-delà du fait qu'il y ait des manques de compétences sur le marché de la sécurité, ça c'est pas nouveau, ce sera de plus en plus vrai. Je veux dire, on a de moins en moins de compétences ou de gens compétents sur le domaine de la cybersécurité et ça va peut-être tellement vite qu'effectivement, c'est un risque à prendre en compte pour son entreprise, d'avoir des gens qualifiés, des partenaires qualifiés. Les attaques par rançongiciel, quand on voit le dernier rapport de l'ANSSI, l'état de la menace rançongiciel à l'encontre des entreprises et des institutions, on voit bien que on a une forte augmentation, on est à plus de 55%,
Donc ça montre bien que ce business, parce que c'est un business lucratif. Quand vous allez dans le dark web, en fait, vous pouvez acheter c'est du ransomware as a service. Vous pouvez acheter des ransomware pour attaquer. Et, selon les campagnes de phishing que vous voulez, vous pouvez choisir du phishing pour récupérer des comptes Netflix, pour récupérer des comptes chez Orange ou sur une banque. Voilà, ça se monnaie. Et souvent, ça rapporte bien plus, au moins 5 fois ce qu'on investit. Les failles de sécurité, évidemment, viennent du terminal de l'utilisateur, puisque c'est souvent le point d'entrée. Hein. Pourquoi? Tout simplement parce que l'utilisateur, en réalité, bien souvent, c'est l'humain, la faille. On a beau faire de la sensibilisation, c'est très difficile de ne pas cliquer. Quand on a un PC et une souris, c'est très très difficile de ne pas se faire avoir quelque part, parce que l'ingénierie sociale est de plus en plus poussée, évoluée, ça joue sur les cordes émotionnelles, les chartes graphiques sont les mêmes qui sont reprises on veut vous hameçonner. Donc c'est pas étonnant en fait que ça passe. L'autre point intéressant, c'est qu'effectivement les vecteurs d'attaque sont sur les fichiers bureautiques principalement, d'où l'importance de pouvoir protéger ces vecteurs d'attaque-là, en tout cas l'accès à ces fichiers. Si on prend un peu de recul par rapport à la situation, on va dire par rapport à la philosophie de protection du endpoint, pendant des années, on s'est basé sur l'antivirus. Il fallait mettre à jour les signatures antivirus. Après, ça s'est suivi depuis le cloud. Ensuite, on a eu l'apport des EDR, donc qui nous permettent d'avoir de la visibilité. Après une phase d'apprentissage, on va pouvoir automatiser quelque part des réactions. Mais bon, l'EDR vient quand même en mode réactif. Et enfin, nous, ce qu'on propose, c'est le troisième pilier, c'est-à-dire une protection proactive. Comment? Parce qu'en fait, on isole la menace au travers de confinement des applications. Confinement, c'est-à-dire, on n'a pas pris ce terme au hasard, c'est en fait pour être bien protégé, il faut rester chez vous, être en contact avec personne. Et puis en fait, cette image, on l'applique à un fichier, c'est-à-dire que le fichier, on le conteneurise dans une micro-machine virtuelle. Thibaut nous fera une démonstration après, de sorte à ce que ce fichier malveillant ne puisse avoir accès au système d'exploitation ou puisse rebondir au travers du réseau. Je disais que le PC, l'imprimante est un PC comme un autre. Effectivement, dans une imprimante, on va retrouver un BIOS, on va retrouver un disque dur, on va retrouver un système d'exploitation, on va retrouver des capacités de connexion réseau. Et de ce fait, on a potentiellement des failles qui peuvent être, en tout cas des vulnérabilités qui peuvent être exploitées. C'est pourquoi nous protégeons nos imprimantes de différentes manières. Donc, on va être capable de protéger l'intégrité du BIOS. S'il est corrompu, on va pouvoir le restaurer, capable de s'auto-réparer. On va être capable également de vérifier que les firmware qui sont sur vos machines sont bien celles qui doivent être utilisées, sont bien ceux, pardon, qui doivent être utilisés. On contrôle la mémoire RAM contre les injections de code malveillants. Et enfin, on va faire une analyse un peu comportementale en surveillant les connexions pour pouvoir alerter si jamais une connexion suspecte est détectée. Si je rentre un peu plus dans le détail, sur une imprimante, il peut y avoir plein de points d'attaque différents, aussi bien le bac d'alimentation avec un accès physique, donc on est capable de verrouiller, aussi bien au travers des flux, donc il est nécessaire de les sécuriser, aussi bien, comme on l'a dit, au travers du BIOS. Donc il est nécessaire de pouvoir surveiller les flux, s'assurer de l'intégrité des firmware, et pouvoir effacer les données, pouvoir contrôler les flux qui passent, pouvoir désactiver les ports ou les protocoles pour pouvoir réduire la surface d'attaque. Si on revient maintenant au PC, on voit en fait qu'on a trois possibilités, enfin trois typologies d'attaque. On a le plus simple, hein, c'est-à-dire quelqu'un vient derrière votre épaule et puis regarde votre machine, et puis il vous pique vos identifiants si vous êtes en train de vous connecter à ce moment-là. On a les bonnes pratiques, c'est-à-dire que dans les bonnes pratiques, il faut quand même avoir son PC de patché avec des mises à jour installées et régulières. Donc il y a une partie gestion de parc qui est nécessaire pour réduire justement les vulnérabilités. Dans le système même, au-delà de l'OS, hein, les logiciels qui sont pas patchés, c'est pareil, c'est une faille qui peut être exploitée. On a eu des exemples très récents.
Et enfin, les fichiers, soit les sites web, soit les fichiers, eh bien, il faut savoir, il faut être sûr de ne pas cliquer n'importe où et il faut être sûr de ne pas ouvrir n'importe quoi. Bon, ça refait le lien finalement avec les tentatives de phishing. Les attaques les plus difficiles sont celles qui viennent sous le système, c'est-à-dire qui vont attaquer directement les couches basses de la machine, et là on parle de firmware. Donc on a une attaque qui était très connue, c'était l'Ojax, qui est basée sur l'Ojack à l'époque, donc qui rentrait en fait dans le BIOS directement, et donc la personne elle pouvait réinstaller sa machine, elle était dans le BIOS, le virus était dans le BIOS, donc c'était très difficilement décelable pour s'en protéger. Et enfin, la dernière couche, la couche matérielle, donc qui pour nous est nécessaire, parce que pour démarrer sur un système sain, on doit s'assurer que ses fondations elles soient intègres, non. J'ai voulu faire tout dans une présentation, vous savez, tout dans une slide. Alors effectivement, la slide, elle est très complète, mais vous allez voir, ça se digère très facilement. C'est très simple. Donc la philosophie chez HP, c'est de pouvoir protéger à différents niveaux, que ce soit sur l'OS, on dit sur l'OS, dans l'OS ou sous l'OS. On parle de sur l'OS quand vous êtes connecté à une machine. Je ne sais pas si vous voyez mon écran là. Voilà. Disons que si j'active ça, j'appuie sur clic. Karim, avec ton fond d'écran flouté, on ne le voit pas. Ouais, tu me l'avais dit hier, je vais le faire. Allez hop, je vais déflouter mon fond d'écran. Elle est où ma caméra? Elle est Juste là. pour, Attends. juste pour information, pendant qu'il défloute, le piratage visuel, comme disent les agents de la DGSE, de sécurité intérieure, c'est 80% des vols de données confidentielles dans le piratage industriel. Comme ils disent, si quelqu'un est assis à côté de vous dans le train, dans le métro, dans un hall de gare, c'est parfois pour rien. Ils sont là. C'est exactement ça en fait. Et puis maintenant, vous voyez bien avec les appareils photo, on peut faire des photos de qualité en étant très loin. Donc voilà, ça c'est mon écran qui n'est pas flouté. Vous pouvez voir ce qui se passe sans problème. Maintenant, si je floute l'écran, vous ne voyez plus rien en fait. Si vous êtes sur les côtés, vous ne voyez rien. Si vous êtes en face, vous pouvez continuer à travailler en toute sécurité. Mais dès que vous êtes sur le côté, vous ne pouvez plus voir. Donc c'est très pratique. Moi, je me déplace souvent dans les transports et notamment le train. Bah, c'est super pratique parce que ça me permet de travailler en toute sécurité et sans risque qu'on me pique des données à mon insu. Voilà. Hop là, je refloute. C'est parti. Donc là, en fait, c'était ce qu'on vient de voir, en fait, c'était HP SureView qui nous permet de nous protéger contre les regards indiscrets. C'est un filtre de confidentialité électronique. Le second point, en fait, ce qui est particulier sur cette machine, et je pense que je vais enlever le floutage directement parce que je ne vais pas m'amuser à faire flou, pas flou. C'est un jeu d'échecs derrière, c'est pas grave, hein. Ouais, c'est pas grave, voilà. En fait, ce qui est particulier sur les machines HP, c'est qu'on a un microcontrôleur qui s'appelle le Endpoint Security Controller, HPESC, qui est certifié CSPN, donc c'est une certification de premier niveau par l'ANSI. Grâce à ce microcontrôleur, on peut garantir l'intégrité du BIOS, notamment, et de sa résilience. Donc, on va vérifier que le BIOS, à chaque démarrage, c'est bien le BIOS qu'on vous a installé. Et en cas de corruption de ce BIOS, on est capable de le restaurer. Donc ça, il y a un contrôle qui est fait en continu sur la machine quand elle fonctionne pour voir si le BIOS est toujours le même. Et s'il y a un problème, on le restaure. Donc c'est super important parce que ça vous évite justement les attaques qu'on appelle rootkit UEFI, qui nous permet justement de restaurer vos paramètres d'origine en cas de corruption. On est les premiers et les seuls à le faire, il faut le savoir. Le BIOS sécurisé autoréparable, en tant que constructeur, on est le seul à le faire. D'autres constructeurs vont le faire, mais ils vont soit s'appuyer sur des solutions tierces qui ne vont pas avoir forcément, avoir qui vont nécessiter des investissements complémentaires, voilà, et des solutions complémentaires. Là, c'est intégré à la machine. HP sur admin va nous permettre de sécuriser l'accès au BIOS. Ce qu'on sait généralement, c'est que quand on fait du support informatique, qu'on a besoin de changer un composant, souvent on a besoin d'accéder au BIOS. Et le mot de passe, il est donné en clair. Donc votre mot de passe, en réalité, tous les techniciens peuvent le connaître très facilement. Donc pour éviter ça, on sécurise au travers d'un jeu de certificat avec une PKI, une clé publique, une clé privée,
l'accès à ce BIOS, de sorte à ce que lorsque l'utilisateur, enfin en tout cas l'administrateur arrive sur votre machine, il va scanner un QR code au travers d'une application mobile, et au travers il va taper un code PIN, il va pouvoir du coup accéder à votre BIOS de manière sécurisée. Il n'y a plus besoin de mot de passe. HP sur Run, c'est une autre fonctionnalité qui est intégrée au Endpoint Security Controller, qui, elle, va s'assurer du bon fonctionnement des services critiques Windows et également de la persistance de HP sur clic. Donc, dans la réalité, ça se passe comment? C'est que vous pouvez avoir des malwares qui vont s'amuser à vous arrêter votre pare-feu, ou à changer les règles de votre pare-feu Windows, ou arrêter votre votre Windows Defender, votre antivirus Windows, ou encore à vouloir arrêter ou désinstaller HP sur clic. Donc, si on s'aperçoit qu'il y a ce dysfonctionnement, une première fois, on va rebooter la machine pour relancer les services. Une seconde fois, on va encore rebooter si on revoit le comportement. Et la troisième fois, on met la machine en quarantaine. Si désinstalle HP sur clic, on a la persistance de l'agent. Donc, on va pouvoir le réinstaller. Aujourd'hui, on sécurise, en tout cas, on contrôle l'antivirus Windows, le pare-feu Windows et HP sur clic. Il n'est pas dit que demain, nous n'intégrions pas d'autres applications pour garantir justement leur persistance et leur bon fonctionnement. Si on continue sur la partie logicielle, c'est-à-dire dans l'OS, on va être capable de faire de l'analyse comportementale pour prévenir des attaques type 0D. C'est HP sur Sense, donc c'est un complément. Avec une phase d'apprentissage, si quelque chose est anormal, on va pouvoir l'identifier. HP sur clic, Thibaut nous fera une démo juste après, et notamment et HP sur Access, qui sort très bientôt. Donc HP sur clic, on l'a dit au tout début, en fait, le vecteur d'attaque principal, c'est le phishing. Le phishing se fait au travers des fichiers bureautiques ou de liens hypertextes. Et bien l'idée, c'est de pouvoir conteneuriser les menaces dans une micro-machine virtuelle. C'est compatible Windows 10, Windows 11, et l'intérêt, c'est que HP sur clic, lui, est totalement agnostique. Donc vous avez une machine de n'importe quel constructeur qui tourne sur Windows 10 ou Windows 11, mais bien vous pouvez déployer HP sur clic. L'autre intérêt, c'est qu'on a des fonctionnalités d'investigation. C'est-à-dire que lorsque le malware est conteneurisé, on a sur la console d'admin un référentiel Mitre-attaque qui va vous permettre d'identifier justement le type de malware que vous avez. Donc ça peut être utile pour la suite, pour pouvoir justement vous protéger si jamais ça passait. Et vous pouvez également appliquer, puisque le Mitre-attaque, c'est ce qui est utilisé aussi pour EBIOS Risk Manager, pour améliorer votre posture de sécurité. Dernier point sur HP sur clic, vous pouvez nourrir votre SIEM s'il était nécessaire. Vous pouvez collecter les logs et les envoyer vers votre SIEM. HP Protect and Trace, ça sort en décembre. Là, c'est vraiment top, puisque ça permet très facilement d'augmenter votre posture de sécurité sur un parc existant. C'est un service qu'on achète en plus, c'est un CARPAC spécifique Sécu. Donc l'idée, c'est qu'on puisse localiser à distance, verrouiller à distance ou effacer à distance un PC que vous auriez perdu ou volé. L'intérêt, c'est que l'agent est persistant. Il est intégré aussi au Endpoint Security Controller et il est intégré aux machines HP. Donc, il n'y a pas besoin d'acheter des solutions tiers pour pouvoir faire ça dorénavant. L'autre avantage, c'est qu'on peut déléguer l'administration à plusieurs personnes et surtout avoir l'accord de plusieurs personnes pour effacer une machine. Parce qu'avant, on pouvait très bien avoir quelqu'un qui travaillait temporairement et qui pouvait potentiellement être une menace de l'intérieur. C'est-à-dire, il va effacer la machine et il va voler la machine. Là, vous devez avoir au moins 3, par exemple. On peut définir sur 5 admins éligibles à l'effacement d'une machine à distance. Eh bien, on va dire, il me faut 3 personnes. Ces 3 personnes, en fait, vont donner une clé, une partie de la clé. Et la clé complète pourra envoyer la commande et effacer la machine à distance. Donc, ça permet de sécuriser plus facilement certaines tâches d'administration technique. HP Temperlock, alors effectivement, on a les attaques sous l'OS, on a les attaques dans l'OS, sur l'OS, mais des fois, il y a des personnes qui prennent le PC et qui le démontent, qui mettent des petites pincettes à l'intérieur, tout simplement. Donc, si jamais on détecte une intrusion, on a des capteurs en fait sur les machines, si jamais on détecte une intrusion, on est capable d'effacer les clés TPM pour rendre le disque inaccessible. Ou autrement, on va protéger sur les ports contre les attaques ou même les petites pincettes contre les attaques de type Direct Memory Access sur la machine.
Il y a un dernier, alors HP Secure Eras, je l'ai ajouté. En réalité, on voit bien hein, que HP Secure Eras, il peut être utilisé aussi bien sur de la gestion de parc classique. C'est-à-dire que plutôt que d'envoyer quelqu'un sur site avec une clé pour aller effacer une machine, eh bien, on va pouvoir envoyer une commande pour pouvoir effacer de manière sécurisée les disques durs physiques ou les flashs, enfin les disques SSD. Le dernier point qui est très important, c'est le HP Sure Recover. Le HP Sure Recover, vous l'avez vu, hein, tous nos services, globalement, ils vous permettent de vous protéger, de s'auto-réparer pour vous améliorer votre résilience en cas de cyberattaque. Et bien, avec le Sure Recover, vous pouvez encore améliorer ce point, puisque on est capable de restaurer l'image système et les applications. Dans la vraie vie, si vous perdez votre disque, vous le réinstallez, vous cliquez sur une touche et puis on va vous renvoyer une image générique. Ou alors vous êtes obligé de réimager. Là, l'idée, c'est de se dire qu'on est capable de réinstaller l'image que vous utilisez en production. Donc, imaginons que vous avez un serveur SCCM, eh bien, on va avoir une image référente, une image de référence. Cette image de référence, elle sera partagée sur un répertoire de manière sécurisée. Alors, ça peut être dans un cloud privé ou un cloud public, sur Azure, par exemple, ou chez OVH. Et donc, en cas de problème, on va pouvoir appuyer sur la touche pour pouvoir restaurer ce disque très rapidement. Il y a deux possibilités de le faire. Soit vous achetez, lors de l'achat du PC, vous indiquez que vous souhaitez une option avec une carte mémoire intégrée, et auquel cas, vous pourrez synchroniser votre image de manière régulière pour pas qu'il y ait de delta entre la production et celle qui est dans la carte. Et quand vous restaurez au travers de la carte, ça se fait en 5 minutes. En 5 minutes, votre image elle est réinstallée. Vous imaginez si jamais vous êtes attaqué ou si jamais vous avez une nécessité de restaurer une image rapidement, en étant à distance par exemple, eh bien vous avez cette capacité-là de le faire sans réseau, puisqu'elle partira depuis la carte mémoire. C'est très pratique. L'autre, c'est avec du réseau, évidemment, mais on peut interrompre le processus de réimaging de manière ce sera sans problème. Et ça vous permet donc du coup de redémarrer, soit en mode zéro touch, si vous avez préenregistré votre machine, soit de manière plus contrôlée, puisqu'en fait, avec les versions de Windows 10, on a des versions qui sont mises à jour de manière récurrente et parfois on n'a pas forcément le temps de suivre ce cycle de mise à jour. Donc on souhaite rester sur une version plus longtemps, une 20 H2. Et donc ça nous permet de contrôler notre cycle de vie de mise à jour tout en restaurant de manière moderne les images. Sur ce dernier point, on peut très bien faire du modern management, donc gérer depuis du Endpoint Manager Workspace ONE dans le cloud, et récupérer une image spécifique, et ensuite on va rescripter l'enrôlement pour que ça rentre à nouveau dans l'EEM. Donc dans tous les cas d'usage, on va pouvoir trouver une solution pour pouvoir redémarrer plus rapidement. Le dernier avantage de HP Sure Recover, c'est que vous pouvez le tester. Ce qui veut dire que lorsque vous avez une cyberattaque, généralement c'est un peu panique à bord, on ne sait pas comment faire, les équipes sont en stress. Cette solution, en la testant, vos équipes elles sauront ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir soit planifier les restaurations des images sur une machine, soit au travers d'une communication simple, l'utilisateur aura juste à cliquer sur une touche pour pouvoir redémarrer rapidement avec un système d'exploitation et une machine prête. On a ajouté cette petite slide pour justement vous redonner un peu une image, en tout cas une vision de où sont nos produits. Donc vous voyez, on a des solutions qui sont effectivement sous l'OS, qui vont assurer l'intégrité de votre, enfin, en tout cas de démarrage de votre machine, de votre BIOS, que les services de sécurité critiques sont bien disponibles. En gros, on fait le maximum pour que vous puissiez démarrer sur un système simple. Une fois que vous avez démarré, on va avoir des possibilités, donc fil de confidentialité électronique. On va pouvoir couper la caméra de manière électronique, donc il y a un cache devant la caméra qui se met, c'est plus un truc physique. On va être capable de déconnecter automatiquement votre machine. Parfois, il y a des personnes qui oublient de verrouiller leur machine. Donc là, on va être capable, si la caméra voit que vous n'êtes plus là, elle va verrouiller automatiquement votre session. Et encore sur la partie logicielle, on va être capable de faire l'analyse comportementale contre les attaques de type 0D. On rappelle, hein, Karim, les 0D, ce sont les attaques pour lesquelles il n'y a pas de correctif de sécurité. Un trou de sécurité où il n'y a pas de correctif. Exactement. Exactement. Les attaques 0D, ça arrive, ça tombe tout de suite là, et puis il n'y a personne qui a encore pensé à déployer le correctif. Donc il vous faut des solutions pour vous prémunir, en tout cas pour pouvoir détecter
des choses qui ne sont pas, qui n'ont soit pas été encore identifiées, donc pas patchées, mais parfois c'est aussi du comportemental, c'est-à-dire que quand on va monitorer votre PC, on va avoir un ensemble de patterns indiquant que c'est le bon fonctionnement de la machine, et puis d'un seul coup, on va s'apercevoir que certaines ressources vont être activées alors qu'elles n'ont pas lieu d'être activées. Donc du coup, on va en déduire que c'est une attaque qui se produit, et donc un comportement à risque, et donc on pourra réagir plus rapidement. Je vais passer la main à Thibaut sur la partie notamment HP sur clic et HP sur access. Voilà, c'était juste ce dernier slide pour vous représenter la protection de multicouches intégrée au hardware, renforcée par le Endpoint Security Controller qui est certifié par l'ANSI. Et justement, cette capacité à démarrer sur un système sain et ensuite à isoler la surface d'attaque justement pour réduire la surface d'attaque tout simplement et aider les antivirus qui aujourd'hui ne sont pas sûrs à 100%, les EDR qui ne sont pas fiables à 100%, et donc vous aider avec une troisième couche d'isolation à avoir une meilleure protection. Et Karim, important à noter également, alors d'abord, je veux juste souligner avant que Thibaut fasse sa démonstration que c'est un des mécanismes qui nous intéresse le plus dans les solutions qu'on propose à nos clients aujourd'hui, qu'on utilise nous-mêmes en interne chez Savoir Micro, puisqu'on est équipé en HP de bout en bout. Mais cette technologie d'isolation, elle n'est pas uniquement disponible sur HP. On peut la mettre en place sur des machines Windows, non HP, sur des machines macOS, sur des Chromebook. Ouais, HP sur clic, effectivement, vous allez pouvoir couvrir votre parc, qu'il soit Dell, Lenovo, Acer, Asus. Voilà, c'est compatible Windows 10, Windows 11, donc il y a aucune compatibilité. C'est une solution agnostique. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Marc. Bonjour Karim. Donc, je suis Thibaut Corbet. Je suis ingénieur en vente chez HP Wolf, donc la partie sécurité. Et je travaille principalement sur les technologies, sur Click et maintenant sur Access. Donc, alors, je vous propose effectivement de partager mon écran. Alors, je vous demande un instant. Voilà, c'est ça. Et le bon écran, c'est celui-là. Donc là, vous devez avoir un paysage. Bon, c'est un paysage du Sri Lanka, pour l'anecdote. On le voit, Thibaut. Bon, super. Et donc là, on va passer sur un aspect un peu plus professionnel. Donc la démo en tant que telle. Donc, je vous confirme effectivement ce que Karim évoquait. C'est qu'il y a différentes technologies de protection du poste de travail qui sont très bien. Donc, aussi bien l'antivirus. Si vous avez un antivirus, bon, c'est très probablement le cas, c'est très bien. Si vous avez un EDR, c'est encore mieux. Cela étant, bon, ce qu'on se rend compte, c'est que il n'y a pas de moteur de détection qui fonctionne à 100%. Et l'idée de SurClick, c'est comment se protéger par ce qui n'a pas été détecté. Et SurClick est là pour, comme Marc l'a souligné, c'est une solution de protection de poste de travail, donc Windows 10, Windows 11, qui est agnostique, donc qui fonctionne sur n'importe quelle marque de PC, et qui, plutôt que de se baser sur la détection, puisqu'après 30 ans, plus de 30 ans ou 40 ans de moteur antivirus, on se rend compte qu'on n'a jamais du 100%, se base sur l'isolation. Alors, l'intérêt, c'est si je développe un malware, bon, je vais développer un petit malware, assez simplement à partir de Metasploit sur Kali Linux, qui est contenu dans ce fichier doc ici présent. Alors, pourquoi je choisis un fichier doc? Parce que d'une part, c'est un format de fichier qui est extrêmement courant, que les employés de l'entreprise reçoivent tous les jours des points doc, des fichiers Microsoft Office, des fichiers PDF, etc. Ils en reçoivent tous les jours et ils les ouvrent tous les jours parce que simplement, même s'ils sont entraînés, et c'est très bien, sur le phishing et autres, il y a un moment de toute façon où ils sont obligés d'ouvrir les fichiers pour travailler. Donc, ce fichier-là, je l'ai créé, je disais, avec une charge Metasploit et je l'ai soumis à VirusTotal. Alors, VirusTotal, l'intérêt,
c'est que c'est connecté directement avec un très grand nombre d'acteurs donc antivirus du marché. Ça permet de faire scanner le fichier. Là, j'ai 62 moteurs qui ont testé mon fichier en une seule fois. Et sur ces 62 moteurs, alors là, on a la liste des moteurs. Hein. Bon, je préférais flouter parce que le but, c'est pas de pointer du doigt quel moteur est meilleur que l'autre et autre. Et je veux dire, on le sait que c'est difficile de détecter un fichier malveillant compris dans un Word. Donc, sur ces 62 moteurs qui l'ont scanné, il y en a 2 qui l'ont dit c'est malveillant. Et les autres qui ont dit c'est bon, tu peux ouvrir le fichier. Pour information, Virus Total, c'est un site que vous pouvez aussi utiliser. Alors, c'est vrai que c'est efficace, mais c'est pas pratique dans le sens où vous prenez votre fichier ou votre site web et vous le faites scanner par l'ensemble des moteurs référencés par un Virus Total. Mais quand on écrit des virus, ce qui m'est arrivé aussi, comme Thibaut, pour tester s'il serait détecté par les antivirus du marché, on le passe dans Virus Total pour vérifier s'il serait détecté. Et s'il ne l'est pas, effectivement, on a écrit un virus qu'on peut propager derrière parce qu'on sait qu'il ne sera pas détecté. Voilà. Alors, je vais désactiver SurClick, puisqu'évidemment, si je l'ouvre dans SurClick, il va évidemment être arrêté par SurClick, donc c'est pas l'intérêt. Et ici, donc j'ai ma machine Windows 10 qui est victime, donc, qui a reçu ce fichier. Donc, ça peut être par mail, ça peut être par lecteur réseau, ça peut être par clé USB. Hein. Bon, le plus souvent, c'est par mail, bien évidemment. Un Kali Linux, donc, qui est l'attaquant, c'est une distribution Linux, en fait, qui est spécialement faite pour tout ce qui est hacking, et piratage. Donc, c'est utilisé à la fois par les pirates éthiques, donc ce qu'on appelle les white hat, que par les black hat. Et une ressource tierce, donc en l'occurrence un Windows Server, ici présent. Donc, le fichier, on l'a vu. Donc, il est détecté, il n'est pas détecté par 96% des moteurs. Donc, je l'ouvre et si tout se passe bien, je dois avoir une session ici qui vient de s'établir depuis cette machine Windows 10 victime sur ce Kali Linux. Et à partir de là, je peux faire pas mal de choses. Je peux par exemple le promener dans les fichiers d'utilisateur. En fait, Hop. ce que fait Thibaut, il a créé un virus qui va ouvrir une porte sur le PC cible. Il était en écoute avec sa machine de pirate, celle qu'il a actuellement, avec ce qu'on appelle un reverse TCP, c'est-à-dire l'ouverture d'un port pour aller sur la machine. Et dès que le client a cliqué sur le fichier, ça a ouvert le port et ça a permis à la machine pirate d'avoir un accès à la machine piratée. Exactement. Exactement. Donc là, par exemple, dans un dossier utilisateur, j'ai un fichier, donc topsecret.jpg, que vous voyez ici. Eh ben, je peux le télécharger. Hop, voilà. Et je le récupère ici. Et là, vous vous êtes fait exfiltrer vos données confidentielles, sans même savoir que vous vous êtes fait voler votre fichier, puisqu'il est toujours chez vous. Je peux faire un screenshot de la machine. Donc là, c'est le screenshot de la machine qui est là. Je peux faire pas mal de choses. Je peux pousser des fichiers. Je peux attaquer la base de compte utilisateur de Windows. Bon, après, la démo simple à faire, c'est le keylogger. Donc en gros, Thibaut a pénétré la machine cible, la machine victime, au travers de ce petit bout de logiciel qu'il a écrit, et il a maintenant la main complète sur la machine de la victime pour faire ce qu'il veut. Donc là, par exemple, je me connecte au Windows Server, je tape mon mot de passe. Et là, il fait ce qu'on appelle de la latéralisation, c'est-à-dire qu'il va aller se balader sur l'infrastructure du client à partir du point d'entrée du PC sur lequel il a pénétré pour aller scanner le reste du réseau et trouver celui qui l'intéresse ou les informations qui l'intéressent. Il peut me permettre de commenter ta démo, Thibaut. Ah oui, non, mais très bien, très bien, très bien. C'est exactement ça. Et donc là, je me suis connecté depuis le Windows 10 sur ce Windows Server qui est là. Et vous voyez que j'ai récupéré la frappe clavier, Remote Desktop Connection. J'ai fait un backspace, c'est pour ça qu'il y a l'échappement H. Et le mot de passe ici présent. Avec, encore une fois, un malware que j'ai développé rapidement avec donc des outils disponibles gratuitement, publiquement et une documentation qui est disponible sur le site d'Offensive Security. Voilà, il y a une page d'instruction à suivre et puis vous arrivez à créer le malware. OK? Donc voilà, la démo assez simple je reçois un document par email ou par toute autre source, j'ouvre ce document sans me méfier,
parce qu'il semble légitime. Du coup, j'ai ouvert une porte dérobée qui me permet aux pirates qui étaient en attente de l'ouverture de ce port de pénétrer à l'intérieur de la machine cible et à partir de là, de faire de la latéralisation, c'est-à-dire d'aller se promener de machine en machine, comme il l'a fait sur le serveur de l'entreprise qu'il a simulé, pour récupérer en écoute le mot de passe du serveur, ce qui lui permet ensuite d'aller sur le serveur et d'aller ailleurs et de récupérer les informations qu'il est en train de rechercher. Et tout ça en tâche de fond, Exactement. vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas parce que ça se passe en tâche de fond sur votre PC. Alors, donc ça, c'est sans surclic, vous l'avez compris. Comment ça fonctionne au niveau de surclic? Eh bien, pour l'utilisateur, on a vraiment travaillé pour que ce soit au maximum transparent, pour qu'il dise continuer à travailler, continuer à ouvrir ces fichiers et à travailler avec. Par exemple, j'ouvre ce fichier Excel. Bon, il s'ouvre sur le mauvais écran, c'est pas grave. Voilà. Donc ce fichier Excel, je suis capable de taper dedans. Je suis capable de supprimer, je peux faire des copier-coller, je peux faire aussi des insertions d'images, par exemple. Attendez, qu'est-ce que je peux mettre comme image? Voilà, hop, click happens. À partir de la machine, je sauvegarde, je ferme. Donc l'utilisateur utilise Excel complètement normalement. Sauf que, en vérité, cette action-là, elle a été réalisée dans ce qu'on appelle une micro-VM, dont on peut avoir la vue en direct ici. Donc, j'ouvre ce fichier, ça génère une micro-VM. J'ouvre un autre fichier, un autre fichier, un autre fichier. Ouais, ça s'ouvre sur l'autre écran, c'est pas grave, je vais descendre les fenêtres. Hop, 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 voilà. Donc ça génère à chaque fois une nouvelle micro-VM. Alors, D'ailleurs, pourquoi? vous pouvez le voir, c'est marqué en haut, HP sur clic Secure View dans la fenêtre. Donc, vous savez que vous êtes dans cet environnement protégé. Oui, alors on peut effectivement... alors c'est personnalisable, hein. On peut enlever la notion, le texte ici, on peut le modifier, on peut aussi mettre un encart bleuté sur les fenêtres donc des applications en micro VM. Donc c'est vraiment complètement personnalisable. L'idée, effectivement, c'est d'utiliser la virtualisation donc au sens x86, VMware, Hyper-V, etc., à des fins de sécurité. Puisque la virtualisation, on le voit, c'est utilisé massivement dans les clouds publics tels que AWS, tels que Microsoft Azure, exactement. Eh bien, montrez-moi une fois où, je veux dire, on a des centaines, des milliers, peut-être des millions, je ne sais pas, de serveurs physiques sur lesquels s'exécutent des VM de clients différents. Il y a combien de clients qui, en étant sur le même serveur physique qu'un autre client, ont réussi à récupérer des données de l'autre client? C'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé. Donc la virtualisation, elle donne en fait une sécurité très forte pour, pour ouvrir des fichiers, pour exécuter des programmes. Donc, le challenge pour utiliser cette technologie de virtualisation sur une machine type poste de travail, c'est bien évidemment l'empreinte mémoire. Puisque si j'ouvre, là par exemple j'ai 5 fichiers ouverts, Ah, on t'a perdu en son, Thibaut. je charge 5 Windows complets. Ça veut dire qu'il me faut 20 gigas rien que pour ouvrir ces 5 fichiers. Et en l'occurrence, ce n'est pas acceptable sur un poste de travail. C'est pour ça que SurClick a développé le principe de micro-VM. C'est absolument unique à SurClick. Ça permet globalement d'utiliser une seule fois les mêmes pages mémoire même page mémoire au niveau du système physique. Et ça nous permet donc de pouvoir avoir à chaque fois une instance virtuelle séparée pour chaque fichier sur une machine de type bureautique avec ne serait-ce que par exemple 8 gigas de mémoire vive. Ok. Juste Et là, juste un point, Thibaut, ne va pas trop dans le détail technique, ouais, si je peux me permettre. d'accord. Alors, donc le principe, c'est qu'effectivement, chacune de ces micro-VM est isolée donc, de l'environnement de l'utilisateur et est aussi isolée les unes des autres. Ça veut dire que
quand il y a un fichier, par exemple, qui est compromis, par exemple ce fichier-là, là, par exemple, j'ai un ransomware qui est dans un CV. Voilà, un CV, les RH reçoivent des CV tous les jours. Pour les consulter, elles doivent les ouvrir. Et ça vient de sources inconnues. Donc, c'est des vecteurs d'attaque qui sont très privilégiés. Donc, que peut faire ce malware? Ce malware, il n'a pas été détecté par mon antivirus. Bon, pas de chance, hein, on l'a vu, c'est difficile de détecter les virus de toute façon. Que peut faire ce malware? Rien. C'est-à-dire que comme il est isolé, en fait, il n'a pas accès au système donc de l'utilisateur, au Windows de l'utilisateur. Il n'a pas accès non plus aux autres micro-VM. Il n'a même pas accès au réseau. Donc, ce qu'il peut faire, oui, il va chiffrer des fichiers sur qui n'ont pas de valeur puisque ça reste dans la micro-VM. Il ne peut pas en sortir. D'ailleurs, même la fenêtre, là, vous voyez, elle ne sort pas en fait du Word parce qu'elle est isolée. Là, quand vous avez un ransomware comme ça qui arrive sur une machine, il vous reste globalement plus qu'à reformater, hein, puisque les Si on fichiers n'avait pas utilisateurs sur sont clic, compromis. on n'a pas sur clic. Si on n'a pas sur clic, voilà. Oui. Si on a sur clic, pour se débarrasser du malware, vous faites ça, et c'est terminé. Donc on a un outil qui est unique, puisqu'il nous permet de nous protéger contre ce qui n'a pas été détecté, et qui nous permet aussi de conserver l'expérience utilisateur. L'utilisateur, il continue à travailler de la même façon, il ouvre les mêmes fichiers avec les mêmes outils, il peut aller sur les sites web qu'il le souhaite, par exemple. Voilà, là, par exemple, je vais sur Le Monde, je vais sur Le Figaro, je vais sur Starware Micro. Voilà, et vous voyez, à chaque fois, hop, je génère une nouvelle micro-VM, une nouvelle micro-VM isolée. Donc, mécanisme extrêmement efficace contre les ransomware particulièrement. Enfin, contre tout type de virus, Oui. et les ransomware en particulier, qui sont aujourd'hui les plus destructeurs et les plus embêtants, on va dire, au quotidien. Mais disons que ça reste c'est un sujet qui est sur la table. Alors, c'est un sujet ancien, hein, en fait. Techniquement, les premiers ransomware, ça doit avoir bien 20 ou 30 ans. À l'époque, le principe, c'était de payer la rançon en envoyant l'argent sur une boîte postale. Voilà. Donc, c'est un sujet qui existe depuis longtemps, mais qui a vraiment explosé il y a à peu près 5 ans. Grâce à l'essor du web, les échanges mails, et puis et les monnaies virtuelles, notamment le Bitcoin, les crypto-monnaies, Celui qui a fait le donc plus de qui bruit, c'était permet. Loki. Un des premiers qui a fait du bruit, c'était Loki en 2016. C'était le début vraiment on va dire, de la prise de conscience par le grand public des ransomware. Loki en 2016. Et Ouais, de l'autre côté, côté admin, parce qu'on là, on ne voit pas, mais en fait, l'administrateur Sécu, lui, verra les fichiers qui ont été ouverts, où est-ce qu'ils ont été ouverts, par qui ils ont été ouverts, si des commandes ont été envoyées quand ils ont été conteneurisés dans la micro-VM. Donc, il y a tout à fait. également une phase de collecte d'informations. Même si on ferme le fichier, le ransomware est inactif, mais il est toujours présent, ou le malware était inactif, mais toujours présent. On a quand même pu l'analyser, on va pouvoir se servir de ces informations pour améliorer sa protection a posteriori. Là, on voit le Oui, Mitra. exactement. On a effectivement une remontée d'informations, parce que globalement, on laisse l'utilisateur ouvrir le fichier et travailler avec le fichier. Cela étant, en parallèle, un peu comme dans une sandbox, on note les actions que prend le fichier, c'est un moteur comportemental, et ça nous permet de détecter si le fichier est bienveillant ou malveillant. Et à partir de là, on peut dire, si c'est malveillant, je ferme le fichier automatiquement et j'empêche les autres utilisateurs d'ouvrir le fichier. Et cette information peut aussi être partagée avec le reste de votre écosystème de sécurité. Donc, on a des intégrations donc avec des SIEM, comme l'a évoqué Karim. On supporte aussi le protocole TAXII, qui est la norme pour les échanges de taille aussi.
Alors pour ceux qui ne savent pas, l'OSIEM, c'est une plateforme d'agrégation de toutes les informations concernant la cybersécurité, que ce soit les enregistrements, les logs que l'on peut avoir sur les différents systèmes, les remontées d'informations de plateformes comme Wolf d'HP, etc. C'est un concentrateur, un agrégateur et un analyseur de tous les événements qui peuvent se passer autour de la sécurité. Alors là, c'est une démonstration que j'ai fait sur SurClick, la solution de protection de poste de travail qui est basée sur l'isolation. Donc le principe, c'est j'ouvre les fichiers, mais je les mets en VM. J'ouvre les sites web, mais je les mets en micro VM pour, si jamais ça tourne mal, eh bien, que la machine de l'utilisateur soit protégée. On a porté le concept je dirais, dans l'autre sens, avec SurAccess. Et là, je vais commencer une démo sur SurAccess. Le principe, c'est de dire que pour les administrateurs, particulièrement eux, eh bien, ayant des accès privilégiés donc, au système informatique, il leur faut 2 machines pour travailler. Une machine pour un usage courant, donc le web, Teams, etc., la bureautique, et une autre machine qu'on appelle la Privileged Access Workstation, dédiée pour les tâches administratives, pour accéder, par exemple, à l'Azure AD, au Server Exchange, etc. Donc ça, c'est un concept de Privileged Access Workstation qui existe depuis des dizaines d'années. Et tout le monde est d'accord, Microsoft en tête d'ailleurs, pour dire, voilà, il faut pour les administrateurs 2 machines, une pour l'usage courant et une en Privileged Access Workstation. Tout le monde est d'accord, très peu le font, parce que c'est complexe, parce que ça coûte cher, parce que c'est pas pratique, etc. Donc nous, on s'est dit, mais tiens, pourquoi ne pas utiliser la virtualisation pour justement trouver une solution par rapport à ça, qui soit pratique et extrêmement efficace pour protéger justement les accès des administrateurs aux ressources critiques. Et c'est ce qui donne donc SurAccess, qui n'est pas encore sorti, mais doit sortir d'ici janvier. Donc j'ai une petite démo là, c'est un peu une démo en bêta, hein, c'est un peu une avant-première, mais ça me paraissait intéressant de vous la montrer. Donc concrètement, sur cette machine-là, j'ai mis un petit keylogger, encore une fois, qui me permet, vous voyez, si je tape Toto, ça Donc, récupère Toto. keylogger, pour ceux qui ne sont pas techniques, c'est un logiciel qui espionne ce que vous tapez sur votre clavier et qui récupère tout ce que vous tapez. Exactement. Et donc, si j'accède à un site web, alors je prends l'exemple d'un site web, mais il y a d'autres types de ressources qui sont supportées, RDP, SSH notamment. Donc j'arrive sur ce site web. Hop, il est un peu lent là, je trouve. C'est pas grave. Qu'il y aille quand même. Voilà, donc bon. Vous voyez que si je tape mon adresse mail, eh bien, on récupère l'adresse mail au travers du keylogger. Donc, si j'ai une machine, si c'est un service critique, que je suis administrateur et qu'il y a un keylogger, eh bien, évidemment, on le récupère. Ou pareil, si je fais donc avec, comme je vous ai montré tout à l'heure, un screenshot. Je vais faire new. Une Voilà. copie d'écran pour les Français. Une copie d'écran, pardon. Vous voyez que je récupère la copie d'écran. Non, mais tu as tout à fait raison. Donc ça, c'est sans SurAccess. Avec SurAccess, eh bien, ce qui se passe, c'est que l'application va être virtualisée, ce qui va empêcher un pirate, même s'il a la main sur la machine, il ne pourra pas récupérer ma frappe câblée, il ne pourra pas récupérer ma capture d'écran. Donc, par exemple, je fais pareil, vous voyez que je tape, et pourtant, là, il ne voit rien. Donc Thibaut, si je résume par rapport à tout à l'heure, parce qu'il faut qu'on avance un peu vu qu'il est 10h13. Oui. Dans le premier cas, ce que tu nous as montré avant avec SurClick, tous les documents, les pages web qu'on va ouvrir, tout ce qui vient de l'extérieur en final, C'est si en on micro fait un VM. malware, il ne peut pas sortir de l'environnement dans lequel on l'a ouvert. Exactement. Là, c'est le contraire, c'est qu'on accède à des informations confidentielles
et rien ne peut rentrer à l'intérieur de cet environnement. Donc, c'est aussi bien à l'entrée qu'à la sortie. On a tout isolé. Ce qui fait Je que, par exemple, reprends. un accès à distance sur un serveur distant de l'entreprise, Oui, si on utilise des mots de passe, enfin, password, login classique, eh bien, personne ne peut venir espionner ce qu'on est en train de taper, en gros. oui, tout à fait, oui. Je finis, capture d'écran. Vous voyez que là, on le voit, l'application. On la voit, elle est là. Mais quand je fais une capture d'écran, Il n'y a rien. elle n'est pas là. Donc l'intérêt de la solution, c'est effectivement, ça protège vos accès administrateurs, mais imaginez, même si votre machine est corrompue, vous allez protéger les clients qui accèdent à vos ressources critiques. Donc même sur une machine corrompue, le hacker ne pourra pas récupérer les informations de connexion et sur la session distante qui héberge justement un serveur critique. Et si vous avez une technologie de type Bastion pour gérer les accès aux ressources d'administration, eh bien, c'est complètement complémentaire de ce type de technologie. Ça vient en amont, puisque le Bastion va sécuriser donc les durées, les droits, mais ne sécurise pas l'accès. Et là, avec Suraccess, comme son nom l'indique, on sécurise l'accès à ces ressources. Imaginez, vous voulez vous connecter en RDP à un serveur, en SSH à un serveur ou avec un client Citrix. Vous avez Oui, la capacité de surprotéger finalement le client que vous allez utiliser pour vous connecter à votre ressource critique. complètement. Et alors, comment on supporte effectivement. Attendez, je vais clore. Hein, donc, on supporte RDP, on supporte Citrix, on supporte SSH, on supporte le web. Bon, la démo a été faite avec le web. Et cerise sur le gâteau, on a une intégration possible avec HP Surview, que l'on voit ici, ce qui nous permet, donc si l'administrateur accède à une ressource administrative, alors on sécurise, on l'a vu, frappe clavier, copie d'écran et d'autres encore, injection mémoire, etc. Mais on sécurise aussi, sous réserve évidemment d'avoir un PC HP, puisque Surview c'est une technologie HP. Donc on sécurise aussi contre le hacking visuel. Mettre la version 4. C'est la 4.0, la virtual hardware version 4.4. Donc on a Voilà, voilà. on a les protocoles supportés ici, qui sont présents ici. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, notamment depuis le début du confinement, alors petite statistique de la CPME, 70% des entreprises, puisqu'on a fait un sondage, pour certains savent que je suis aussi actif à la CPME, sondage qu'on a fait au mois de juin, 70% des entreprises, des TPE-PME, des adhérents ont dit qu'ils allaient conserver le télétravail comme mode de travail régulier, même si le gouvernement ne l'impose plus, au moins 2 jours par semaine pour les postes de travail qui y sont adaptés. Donc, dit autrement, on va avoir de plus en plus de gens qui vont travailler chez eux, derrière leur box fournisseur classique, donc pas nécessairement bien protégé, avec un PC qu'ils vont utiliser à titre personnel également. Mm. Et malgré tout, avec ce type de technologie, s'ils ont un PC HP, ça leur permettra d'accéder aux ressources de l'entreprise sans mettre en danger les données et la vie de l'entreprise au final, au travers de cette techno. Et là, on a vu juste un petit subset, un sous-ensemble en termes de démonstration de l'ensemble de la pile des éléments de sécurité qu'HP nous apporte et nous permet de proposer à nos clients aujourd'hui pour protéger ces accès à distance, les postes d'utilisateurs, les identités, puisqu'on l'a vu avec la démo de Thibaut, impossible de capturer l'identité qui est tapée sur le clavier pour se connecter. Les documents, on l'a vu également, ce qui n'empêche pas de travailler sur le document, même s'il est corrompu. C'est ça qui est aussi intéressant. Puisque finalement, on protège l'utilisateur à l'insu de son plein gré quelque part, contre la mauvaise manip, le mauvais clic, le mauvais téléchargement. Exactement. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, à moins qu'il y ait encore un mot à dire, Thibaut. J'ai à te remercier pour. Je remercie tous les participants. Les micros sont ouverts malgré tout, je ne les ai pas fermés. Donc, je vais couper l'enregistrement par contre, parce qu'on est arrivé au bout, que je mettrai à disposition de ceux qui n'ont pas pu participer.